C'était déjà l'entrepreneuriat ton moteur, quoi, si je puis dire. Bien sûr, ouais. J'ai vite compris qu'en fait mes parents n'avaient aucune fortune, contrairement à ce que parfois les gens pensent. On a un château, alors déjà le terme châtelain nous correspond pas du tout. La vie de château, oui, mais la vie de château au XXIe siècle, c'est on retrousse les manches, sinon on est mort. Il faut vraiment se réveiller, il faut croire en son projet, il faut accepter les moments difficiles. Bienvenue sur #IMO, Edouard, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci Jocelyn, je suis très, très heureux de faire ta connaissance et de participer à cette émission. Ça n'a pas été simple, on a dû décaler 2 fois et puis enfin on se retrouve, donc j'espère qu'on va pouvoir donner beaucoup de valeur à nos auditeurs. Moi ça m'intéressait de te recevoir puisque tu es ambassadeur et c'est dans ce cadre que je t'ai contacté pour t'inviter ici et tu es châtelain, donc tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est que la vie de châtelain et comment t'en es arrivé là et c'est un type d'immobilier qu'on rencontre peu souvent nous dans notre métier que les châteaux et cet environnement de soit réception, soit animation événementielle, etc., qui anime la vie des châteaux de manière générale. Donc je voulais qu'on puisse en parler, et puis j'ai beaucoup de questions à te poser à ce sujet. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Edouard, j'ai 31 ans, Edouard Guyot, pardon, et nous sommes, alors je dis nous parce qu'en fait la famille s'est fait connaître depuis les années 70 dans ce que je fais encore aujourd'hui, bien que ce soit un choix très personnel, on s'est fait connaître dans la restauration, voire le sauvetage de monuments historiques un peu perdus, justement dans un marché immobilier qui n'existe pas, où il y a des châteaux, où il y a tout à faire, et où en général nous on vient un peu en sauveur, avec beaucoup de modestie, bien que le mot ne l'est pas. On essaie en fait d'autofinancer des projets en très peu de temps pour assurer un avenir économique à ces maisons et surtout les transmettre et y créer des activités. Donc ça passe par l'animation, l'événementiel bien sûr, le tourisme et voilà ce que je fais au quotidien depuis 2015. Et donc tu dis que ta famille fait ce type de rénovation, restauration même dans d'autres monuments historiques et dans l'Aube, dans la Champagne, partout en France ? Partout en France. Le premier projet des frères Guyot, mon père avait 24 ans, mon oncle 28, ça a été le château de Saint-Fargeau, qui à l'époque était le château de la famille d'Ormesson. Jean d'Ormesson a eu une carrière assez incroyable, s'est fait bien connaître, puisqu'en fait il a sorti beaucoup de choses à la télévision. À l'époque il y avait que 2 chaînes, et il y avait l'adaptation de son fameux livre qui s'appelle Au plaisir de Dieu. Et donc en fait toute la France a vu ce feuilleton dans les années 70-80, et les frères Guyot sont arrivés complètement par hasard pour acheter ce château qui est un des plus grands châteaux privés de France, voire le plus grand, et pour le franc symbolique à l'époque. Donc voilà, ça a été vendu par le département de l'Yonne pour la somme de 15 000 francs, ce qui était vraiment symbolique. Et les frères Guyot sont engagés pendant 40 ans à y faire des animations et à refaire surtout 3,5 hectares de toiture. C'est colossal. Donc nous, ça nous a beaucoup inspiré. Quand on était enfant, on a rêvé de ce parcours un peu chevaleresque. Et surtout, c'était une époque où voilà, on faisait tout à la force du poignet, on remuait les foules, on motivait des bénévoles. Et voilà. Enfin, voilà. Il y avait peut-être moins de banquiers et un peu plus d'action qu'aujourd'hui, où c'est quand même, je pense, beaucoup de finances d'abord à trouver et à agréger. Tout à fait, mais on en parlera tout à l'heure. Le marché des châteaux, il est quand même assez spécial. On trouve beaucoup de paradoxes en fonction des projets, en fonction des régions. Ça a été mon cas à Vaud. Mais en tout cas, Saint-Fargeau, c'était 15 000 francs. Et à l'époque, les 3 banquiers que papa et Michel avaient rencontrés ont refusé le prêt. Et aujourd'hui, les frères Guyot s'en rappellent encore. Donc on n'est pas toujours très tendre avec les banquiers, mais on n'oublie pas que c'est grâce à eux qu'on démarre les projets et qu'ils nous font confiance quand on leur vend un autofinancement au bout d'1 an. C'est-à-dire qu'on est capable, en 1 an seulement, de rembourser les emprunts sur 15 ou 20 ans. Alors au-delà donc de ce contexte familial qui t'a permis de grandir en connaissant le travail, je dirais, inhérent à la possession, à la restauration d'un château, comment toi, tout jeune, tu en viens à acquérir le château que tu as actuellement ? Est-ce que tu peux nous dire déjà quel a été ton parcours pour prendre cette décision, et puis ce château précisément, quelle est son histoire et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Je vais essayer d'être court, vu les questions, mais en gros, voilà, moi j'étais en échec scolaire depuis, pas la maternelle, mais presque. Ça a été très laborieux pour moi jusqu'à mes 16 ans. Je suis allé jusqu'au bac français. Je fais une première littéraire par défaut, et j'ai foiré, pardon l'expression, de mon bac français au sens propre. J'ai eu 4 ou 5. J'étais vraiment en rejet total avec le principe de s'asseoir, d'écouter. C'est bête d'ailleurs parce qu'on a plein de choses à apprendre et je ne sais pas tout, donc j'ai encore beaucoup de choses à lire et à découvrir, mais en tout cas quand j'étais ado c'était une catastrophe. Donc j'ai très vite arrêté, et à 18 ans j'ai travaillé pour mes parents pendant 6 mois. J'ai dirigé un chantier dans le sud-ouest, ils venaient de racheter un château fort, et donc j'ai dirigé une équipe de 12 salariés et entreprises du coin
pour du coup faire mes armes en même temps sur les métiers du bâtiment, le management, comment on ouvre au public un château. Et j'ai trouvé que c'était une chance formidable en fait, dans ces temps modernes, d'avoir autant de panels dans un job où en fait on peut driver des gens, on peut du coup ouvrir au public, on peut créer des animations. Il y a un travail un peu de mise en scène. Donc j'ai trouvé ça tellement polyvalent que ça m'a charmé, je dois dire. Mais j'avais aussi un peu l'impression de le faire par défaut et que ça n'était pas moi finalement, parce que mes parents nous ont fait baigner là-dedans. On est 4 frères et sœurs, et donc du coup, il a fallu que je fasse autre chose quand même pour me le prouver. Et j'ai monté une boîte d'abord dans le vin. J'ai fait un peu de négoce de vin, j'ai travaillé dans les vignes à Bordeaux et en Bourgogne. Et ensuite, j'ai créé une société de négoce de matériaux, de décoration et d'objets de jardin. Voilà, qui a bien marché, qui m'a lancé dans la vie et qui m'a permis d'obtenir ce crédit quand j'ai visité Vaud en 2014. Donc, si je comprends bien, t'avais beau ne pas aimer l'école. Je savais compter et j'écoutais ce qui m'intéressait. Une vraie volonté, en tout cas une vraie appétence pour l'entrepreneuriat, indépendamment ça, oui. De la rénovation et de tout ce qui s'ensuit. C'était déjà l'entrepreneuriat ton moteur, quoi, si je puis dire. Bien sûr, ouais. J'ai vite compris qu'en fait mes parents n'avaient aucune fortune. Contrairement à ce que parfois les gens pensent, on a un château. Alors déjà le terme châtelain nous correspond pas du tout. La vie de château, oui, mais la vie de château au XXIe siècle, c'est on retrousse les manches, sinon on est mort. Donc il faut vraiment se réveiller, il faut croire en son projet, il faut accepter les moments difficiles. Et mes parents, effectivement, m'ont inculqué cet entrepreneuriat. J'ai un cousin aussi, et j'ai dans toute la famille des exemples de boîtes dans des domaines très variés qui ont fonctionné parce que le tempérament de chacun de ces personnes était assez fort, ils croyaient vraiment dans leur truc. Et moi, ça m'a bercé dans mon enfance, et c'est vrai que quand j'ai voulu enfin être indépendant, enfin quitter la classe, enfin avoir une voiture, je me suis dit, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, malheureusement. Et si on veut lancer des idées, il faut les rendre pérennes, et il faut avoir un peu de sous. Donc pour ça, la réalité, c'est d'ouvrir au public, de créer des activités, et surtout d'innover dans ce qu'on fait. Donc voilà, et quand j'ai visité Vaud, ça a été un déclic foudroyant, et je me suis dit, c'est cet endroit que je veux, et c'est ce métier que je veux faire. En tout cas, jusqu'à mes 30 ou 40 ans. Ensuite, on verra. Mais la vie est courte, donc voilà, j'ai voulu démarrer cette aventure très tôt, j'avais 22 ans, et là j'en ai 31, et on a fini le sauvetage après 9 ans de travaux du château. D'accord, donc 9 ans plus tard, aujourd'hui, vous avez ouvert et il y a beaucoup d'animations aujourd'hui au château. J'ai vraiment pas attendu 9 ans pour l'ouvrir. J'ai promis à la banque que dès la première année, 2 semaines après la signature du château, on ouvrirait au public. Donc on a enlevé les gravats, on a balayé, on a aménagé la cour, on a créé un espèce d'escape game avec un parcours dans le parc, et on a fait nos 6000 premières entrées qui nous ont permis de financer les premiers crédits, voilà. Et le différé, du coup, 1 an plus tard, il a fallu passer la vitesse supérieure. On a créé des mariages, on a un centre d'hébergement de 42 chambres, 100 lits, et on fait beaucoup d'événements maintenant, alors publics, comme la fête de la chasse, comme un festival électro, enfin on a fait plein de trucs, mais aussi des événements privatifs où on loue les 100 lits du château dans les communs avec une grange somptueuse de 300 mètres carrés où on fait des gros événements, mariages et autres. Et ça permet de rembourser la banque, et la réalité c'est que sans ça, et sans les visites, on ferait rien. Donc en fait, chaque jour, au quotidien, je dis à mes clients et surtout aux visiteurs qui payent 9 € leur entrée, je leur dis, vous savez, parce que souvent les gens me disent, bravo, c'est remarquable, c'est un engagement pour le patrimoine, félicitations. Je leur dis, oui, c'est gentil, c'est ma passion et j'ai beaucoup de chance, mais c'est aussi grâce à vous qu'on y arrive. Ok, voilà. Disons, c'est une sacrée épopée pour en arriver là aujourd'hui, presque 10 ans plus tard. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres, peut-être, si tu peux être transparent là-dessus, sur ce que ça coûte d'acheter un château, ce que ça coûte de le rénover, quel est le prix de revient aujourd'hui, et puis est-ce qu'on en vit, parce que tu parles de rembourser le banquier, c'est très bien, mais comme tu le dis, c'est un engagement, c'est quelque chose qui te mobilise énormément, donc... Est-ce que tu peux nous donner quelques informations, ou pas, si tu le souhaites pas? Non, bien sûr. On est très transparent dans le cadre du projet, aussi pour expliquer comment on en arrive là, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, qui disent vous avez été aidé par des mécènes ou par vos parents, ou alors vous aviez un ami banquier. Pas du tout. Je me suis pris 11 refus avant d'arriver au crédit. On a tous des amis banquiers, mais c'est pas ceux qui disent oui. Alors, je me suis fait des amis banquiers, mais je peux vous dire qu'au début, non, j'en avais pas. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce financement. Je visite Vaud en septembre 2014. Le déclic se fait tout de suite, mais il y a un petit hic, c'est que le château est à vendre avec 400 hectares autour. Donc la valeur foncière des bois, qui a 10-15 000 € de l'hectare,
et encore ça a triplé, fait que le château valait entre 3 et 4 millions d'euros. Donc c'était vraiment impensable. Les propriétaires, et c'est tout à leur honneur, ne voulaient pas dilapider, séparer le domaine. Donc du coup, voilà. Mais le problème, c'est que l'épine qu'ils avaient dans le pied, c'était un château du XVIIIe siècle qui était abandonné depuis 1936 et qui tombait littéralement en ruine. Il avait été recouvert de tôle, et là, en fait, en 2015, il fallait un porteur de projet, pour le coup, qui se révèle vraiment comme un sauveteur de patrimoine. Sinon, c'était foutu. Et puis, il fallait les épaules pour pouvoir porter. Les épaules. 3 millions, mais derrière, il fallait anticiper. Alors ouais, mais moi, tout le reste. C'est ce que je vais vous raconter. J'ai pas du tout acheté 3 millions d'euros. Okay. Moi, j'ai dit, en fait, après avoir appris que l'agence immobilière avait cassé 3 ou 4 ventes, enfin plutôt que les acquéreurs avaient cassé les ventes, on s'est vite rendu compte qu'en fait, Vaux était un bien quasiment invendable et que tout ce qui était autour, le domaine finalement, intéressait beaucoup de gens pour défiscaliser, pour placer de l'argent. La forêt, c'est comme un appartement à Paris, c'est un excellent placement. Donc il y a des multitudes de gens, riches ou moins riches, mais qui voulaient investir là-dedans. Et le château, en revanche, ça a toujours été l'épée de Damoclès, où à chaque fois, arrivé après le compromis de vente, les ventes cassaient, puisque il y avait une incertitude totale sur le montant et sur la faisabilité des travaux. Donc moi, je suis arrivé avec un cœur gros comme ça. Je me suis dit, dans la famille, on a sauvé Saint-Fargeau, on a créé le chantier médiéval de Guédelon, on a sauvé 15 châteaux en France, on a créé des projets de toutes pièces. Moi, je vais y arriver. Et du coup, voilà, et c'était vraiment... la générosité du danger qui m'a guidé, et c'était pas du tout le calcul de dire alors on va faire une étude préalable, on va prendre un architecte avant d'acheter. Non, en fait, j'ai fait une offre aux propriétaires. J'ai dit écoutez, moi je peux rembourser décemment sur 20 ans 500 000 euros. Donc je vous propose 500 000 euros tout de suite, maintenant, et le château avec 50 hectares autour. Par contre, il y a tous les travaux à faire, je les assumerai. Il y a l'ouverture au public, je l'assumerai. Pas que pour vous faire plaisir, j'en ai besoin. Et voilà. Et tout ça a démarré comme ça, avec beaucoup d'inconscience aussi. Et aujourd'hui, on fait 30 000 entrées et on fait une 50aine d'événements. Et ça permet d'autofinancer cette grosse machine qui coûte 100 000 euros par an, en dehors des emprunts, et de rembourser donc tous ces crédits, travaux, investissements. Et dans un univers aujourd'hui où tout ce qui est... consommation énergétique, isolation, etc. est très prégnant dans l'esprit des gens. Est-ce que ce château, tu as réussi à en faire quelque chose qui ne soit pas un gouffre en termes de chauffage Non, pas du tout, malheureusement. Alors nous, on loue en fait à des vacanciers, mais surtout à des gens qui font des événements. Donc les notes énergétiques qu'on pourrait comparer sur un logement de location, nous, on n'en a pas besoin, on n'en a pas l'obligation. Mais le parallèle, si vous voulez, c'est que c'est un gouffre total. Et que même l'été, on est obligé d'allumer du chauffage pour avoir du coup des pièces tempérées qui sont dans les endroits frais ou à l'ombre, et surtout pour assurer la production d'eau chaude. Donc ça, on l'assume, et en fait, ça fait partie du jeu. Si on veut acheter un château, même faire une bonne affaire, alors aujourd'hui, les gens diront que j'ai fait une bonne affaire, mais en attendant, il fallait y aller, et on sort de 3,5 millions de travaux. Certes aidés par l'État, mais on a retroussé les manches, on a fait des travaux tous les ans, et les hivers ont été rudes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas tout quantifier, et optimiser, par exemple, un budget de chauffage, de consommation d'eau ou autre. C'est dans l'air du temps, on y travaille, mais c'est très dur sur des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés. Oui, forcément. Et puis, non seulement de milliers de mètres carrés, mais surtout anciens, avec, j'imagine, toutes les problématiques, les contraintes qui vont avec. On n'a pas le droit, effectivement, d'isoler des murs extérieurs, on n'a pas le droit d'isoler des toitures. C'est très réglementé, et heureusement, l'État fait son travail, le ministère de la Culture protège, aide, donne des subventions, mais en revanche, vous ne pouvez pas dénaturer un bâtiment pour prétexte qu'il y a des primes énergétiques et autres. Donc nous, on fait attention à ça, mais on s'améliore et on fait attention. Mais c'est extrêmement coûteux. L'électricité, elle a fait x4. J'ai envie de dire, c'est comme tout le monde. Chaque chef d'entreprise qui a besoin d'un peu de courant, il est passé de 500 euros par mois à 2000. C'est pas un scoop. Nous, ça nous a frappé de plein fouet, et c'est un peu dur, mais voilà, on est dépendant de ça. Et un des projets, justement, ce serait d'avoir un jour l'indépendance énergétique avec les productions de bois et des forêts autour du château, de mettre des énormes chaudières autrichiennes à bois qui chauffent et qui assurent la production d'eau chaude, et ensuite d'avoir quelques panneaux solaires cachés dans le parc, et peut-être utiliser aussi l'eau comme un moyen de production d'électricité. Mais on n'en est pas là, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire,
forcément très optimiste sur la situation et les crises qu'on va connaître dans les prochaines décennies. Et comme on est jeune, je me dis, c'est à nous de travailler là-dessus et il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Donc voilà, ça fait partie du deuxième volet du projet, tout comme celui de reconstituer le domaine, de racheter les forêts, de racheter les prairies et de reconstituer un ensemble de 500 hectares autour qui permettra demain à mes enfants, à mes petits-enfants, de nourrir le château et de l'entretenir avec ce foncier. Ok, eh bien dis donc, c'était une sacrée aventure et ça va encore se poursuivre longtemps, donc très bien, félicitations, c'est impressionnant. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, ouais. Et les décisions économiques qui sont prises, nous, en tant qu'entrepreneurs privés, on y est très assujettis, et notamment dans l'immobilier, dans le financement, comme c'est le cas pour moi. Toi, à titre personnel, est-ce que tu le sens dans ton activité économique, qui est donc directement liée au tourisme, je pense ? Est-ce que tu t'es aperçu de changements dans le mode de consommation de tes clients ? Oui, indéniablement, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise ou même de commerçants ou d'artisans qui n'ont pas ressenti très fort ce qui se passe depuis 3-4 ans. Hein. La guerre en Ukraine est un vrai truc par rapport à la crise énergétique, par rapport à l'inflation surtout. Mais il y a aussi comment dire, la peine de pouvoir d'achat des Français et qui me touche moi aussi. Hein. Je me prélève un salaire très raisonnable depuis des années aussi pour que le projet s'envole et ait une chance de réussir. Et en fait, tout ce que je passe pas en charge d'entreprise, je me rends compte que c'est extrêmement lourd. Dès qu'on a un leasing sur une voiture ou un prêt, dès qu'on veut remplir son frigo, etc., dès qu'on veut faire des activités, et c'est là où j'en viens à mon activité à moi, c'est qu'en fait, on est un peu la dernière roue du carrosse. Les gens, dans leur mois et sur leur budget, lorsqu'ils veulent sortir, effectivement, c'est pas du nécessaire, on va dire. Donc en fait, c'est du plus, c'est du loisir. Et c'est à nous, du coup, de répondre un peu à ça. Mais nous, on a des coûts qui doublent ou qui triplent et on doit baisser ou s'adapter au niveau du billet d'entrée. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens font extrêmement attention. Et du coup, voilà, on peut pas se permettre d'augmenter. On doit mettre en avant des offres flash, des préventes qui sont avantageuses en termes de coûts. Les gens, ils sont très sensibles. Et donc, ouais, on est vraiment au premier rang là-dessus. Le festival Chasse et Campagne, c'est l'événement que j'organise dans 3 semaines. C'est 10 à 15 000 visiteurs dans le week-end. C'est vraiment un très gros truc. On a des gens de la campagne, de la ville, des gens de partout. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que dès qu'on augmente de 50 centimes un truc, que ce soit la bouteille de champagne ou le billet d'entrée, les gens gueulent. Les gens gueulent parce que voilà, ils ont l'impression un peu d'avoir un niveau de vie qui baisse et d'avoir des activités qui augmentent. Et on a tous ce sentiment-là. Et nous, le problème, c'est qu'on est très exposés. Parce que les gens, quand ils vont au restaurant ou quand ils vont au cinéma ou dans un château, c'est avec leur dernier pécule de fin de mois, et souvent on se rend compte que on doit vraiment y faire attention. Et quand tu dis on, c'est que tu mets en perspective donc le château de Vaux et ton activité, celle des autres châteaux de ta famille. De la famille. Et on parle d'un phénomène qui est national et non pas purement au bois ou Champagne-Ardenne. On n'a pas un hôtel de luxe, on n'a pas une plage, on n'a pas, on n'a pas des activités de niche. On a vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, où on essaie d'avoir un maximum déjà un public local, et pour que les Aubois se réapproprient leur patrimoine, c'est très important. Ça a été mes premiers ambassadeurs en 2015 et ça continue. Donc voilà, on n'a pas un pouvoir d'achat dans l'Aube ou dans d'autres départements ruraux qui explose par rapport à la moyenne nationale. Donc faut en tenir compte. Il y a plein de parcs, il y a des parcs d'attractions, je ne vais pas les citer, il y a plein de lieux ouverts au public qui mettent en place des choses pour que les gens puissent venir chez eux. Voilà. Mais nous, on a des charges qui augmentent, qui doublent, qui triplent, et c'est de plus en plus difficile. Et on a une deuxième chose importante, c'est que la vigilance Vigipirate par rapport aux attentats, par rapport aux risques avec les JO et aussi les tremblements politiques qu'on a connus ces dernières semaines font que y a une exigence de la part de l'État, y compris chez nous, lorsqu'on organise des grands événements. En termes de sécurité. En termes de sécurité, en termes de charges administratives, de dossiers, de parapluie, parce que moi j'appelle ça des parapluies. Qui porte la responsabilité. Ce sera toujours nous, mais l'État a quand même, les préfectures en France ont une part de responsabilité s'ils ne s'intéressent pas suffisamment aux grands événements. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a énormément de contraintes sanitaires, d'accueil, d'accessibilité. Plus lent pour mettre des choses en place. C'est même pas que c'est plus lent, c'est que c'est de plus en plus exigeant. Et on en perd un peu tout le bon sens des premiers événements ruraux quand on a démarré. Mon père, à l'époque, le spectacle de Saint-Fargeau, c'était 70 000 visiteurs avec mon oncle. C'est ce qui a sauvé le château. C'était à la force du poignet, il y avait des bénévoles, etc. Il faisait gaffe, il faisait ça en bon père de famille. Il y a eu très peu d'accidents, il n'y a jamais eu de scandale, etc. Mais aujourd'hui,
même quand on montre patte blanche, qu'on est une entreprise, qu'on est sérieux, qu'on met en place des protocoles et des mesures pour que le public soit en sécurité, il y a quand même une vigilance de l'État qui est de plus en plus accrue et de plus en plus dure à respecter. Et la question se pose demain sur est-ce qu'on va continuer ces grands événements et comment on fera pour les faire perdurer. Donc c'est un peu triste, mais on est sujet à beaucoup de contraintes, déjà de la part de nos visiteurs, qui effectivement ont des demandes et on va tout à fait dans leur sens, et aussi de la part des services de l'État qui veulent renforcer la vigilance. Mais voilà, on est sur une visite de château, un billet à 9 €. On n'est pas sur un truc de dingue, on a un parc gigantesque et fatalement on limite le risque. Mais voilà, il y a de plus en plus d'obligations. On est tout contrôlé, quoi. Ouais. C'est ça. Et on est un ERP, que ce soit dans les gîtes, dans nos salles de réception ou côté château. ERP, c'est un établissement qui reçoit du public, donc c'est beaucoup de contraintes. Ouais. Ok. Et pour parler de la dynamique, je dirais, sur laquelle moi je suis peut-être le plus touché ou le plus pertinent aujourd'hui, c'est la dynamique du marché immobilier des châteaux. Aujourd'hui, j'ai un ami qui en vend un dans le secteur. Je t'en ai touché un mot tout à l'heure avant qu'on entame ce podcast. Qui, à ce que je sais, n'est toujours pas vendu, alors que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est commercialisé. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça vaut cher, un château? Est-ce que les prix se sont maintenus? Parce que pour moi, de mon point de vue, un château, c'était de l'immobilier de luxe, et on dit que l'immobilier de luxe, c'est celui qui est le plus résilient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelle est ton analyse? Moi, je pense que pour les châteaux, en général, ou les monuments historiques, dire que ça fait partie de l'immobilier de luxe, je dirais non. Je dirais même que je suis pas du tout d'accord avec ça, puisqu'en fait, les châteaux, bien souvent, sont des contraintes administratives, on en a parlé, des contraintes financières surtout, énormes, et vous avez ce qu'on appelle les coûts fixes. Dans une baraque comme Vaux, ou comme... il y avait le château de Menoix là, qui appartenait à une collectivité à côté de Troyes. C'est des maisons qui coûtent cher. C'est-à-dire que même si vous n'y faites rien, si vous n'avez pas d'activité ou de financement, de toute façon, vous allez avoir 30 000 € de charges fixes, d'eau, d'électricité, de taxes d'habitation, de taxes foncières. Enfin voilà, il y a des taxes sur tout. Et on paye. Donc en fait, quand on a un château, il faut être prêt à payer encore plus. Donc d'où l'idée effectivement qu'un château en fait c'est une charge et que ça fait peur même aux grandes fortunes. Vaux devait être vendu à des gens assez importants, à des grands industriels du coin et au-delà, et ces gens-là ont reculé. Pourtant ils ont des millions, voire des milliards, mais ils n'ont pas voulu s'engager dans un programme de 5 ans ou 10 ans de travaux, qui est incompressible même si vous mettez 10 millions sur la table. Donc ça en fait, il y a des châteaux qui sont au niveau géographique à des emplacements très intelligents, et là ça rentre dans l'immobilier de luxe, surtout si vous avez piscine, terrain pour poser un avion ou un hélicoptère, ce genre de plus va charmer effectivement l'immobilier de luxe, mais en règle générale un château c'est quand même une propriété de village ou de campagne qui est un peu isolée et sur lequel il faut s'engager, et voilà, et très 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 rares sont les gens riches qui veulent aujourd'hui s'engager dans ce sens. Et est-ce qu'on peut donc du coup différencier, je dirais, deux types de châteaux? Le château résidentiel, très haut de gamme et très bien déjà rénové, entretenu, avec toutes les commodités dont tu parles là, et le château événementiel, ou en tout cas qui peut être résidentiel, mais qui pour je dirais pour se restaurer, s'autosuffire ou autre, doit être ouvert au public. C'est ça. Et finalement, en fait, il y en a un qui a une activité, c'est un peu comme l'artisan ou le commerçant qui vit au-dessus de sa boutique, c'est ton cas. Et il y en a un autre où, en effet, si tu viens te garer en hélicoptère dans ton château, je pense que du coup, le coût fixe de 30 000 €, si tu n'y fais rien, même 200 000 €, voilà, c'est ça, tu le sens pas passer. Ouais, mais parfois, plus coût fixe est important, plus les gens qui vont chercher de l'immobilier de luxe renoncent. Parce que c'est quand même un engagement de prendre un château, c'est comme acheter un chien ou avoir un animal auprès de soi, c'est un engagement. Donc parfois ils veulent pas le prendre. Donc c'est souvent des petits monuments historiques, type manoir ou petit château du 19e, où il n'y a pas de contrainte monument historique. Donc du coup on va pouvoir y faire une piscine, on va pouvoir y faire des aménagements. Les gens qui ont de l'argent du coup vont plutôt se porter sur ce type de biens. Mais après les gros châteaux emblématiques, classés monuments historiques, soit ils intéressent des passionnés, qui par ailleurs peuvent avoir beaucoup d'argent et se dire, bah voilà, moi je travaille à Paris ou ailleurs, j'ai une grosse activité qui tourne, je vais défiscaliser dans mon château. Et là, pour le coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous faites 2 ou 3 millions d'euros de travaux, avec ou sans aide de l'État, ce que vous allez mettre dans ce château, eh bien, l'État va considérer qu'en fait, c'est de l'argent qu'elle n'aura pas à mettre elle. Donc du coup, vous êtes exonéré à 100% sur l'impôt revenu, sur l'IFI, ou alors sur l'impôt des sociétés. D'accord. Tout ce que vous jetez dans l'investissement à perte, c'est un déficit. Le déficit monument historique, c'est ça.
C'est-à-dire, vous avez une exonération fiscale qui est très significative, qui intéresse donc des gens qui ont de l'argent pour placer intelligemment leur argent. Et c'est pour ça que l'État leur facilite le truc. Et sinon, après, effectivement, vous avez des gens qui doivent ouvrir au public, qui doivent faire plein d'activités. Et là, c'est mon cas. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui vont jouir du patrimoine, le restaurer en parallèle. Mais ces gens-là ne se portent pas sur des chantiers colossaux. Ils se portent plutôt sur des bâtiments qui sont déjà en bon état. Mais contrairement à ce que vous pensez, 9 châteaux sur 10 valent moins d'1 million d'euros. Parce que, encore une fois, c'est un engagement, c'est une charge. Et c'est pas un cadeau d'avoir un château. Et en fait, moins cher qu'un appartement de 80 à 100 mètres carrés à Paris, selon où il est situé. Je connais un château dans le centre de la France qui s'est vendu il y a quelques semaines pour 300 000. Voilà, il était à vendre 1 million, très beau château, un château médiéval. Il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits par les précédents propriétaires, peut-être 3 ou 4 millions. Si on regarde sur les 40 ans, ils ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire. Les héritiers ont vendu 300 000 euros. Voilà. Ça répond peut-être à votre question. Pas une très belle opération en termes de rentabilité. Pas du tout. Pas du tout. Sauf si c'est du one shot. Vous arrivez, vous faites un investissement comme moi, un très beau château comme vaut 500 000 euros. Vous vous fixez 5 ans pour faire des travaux d'urgence. Vous revendez 5 ou 10 ans après, bien que ce soit interdit, parce que si vous avez des aides de l'État, il y a 10 ans de moratoire. Mais si moi je revendais dans 5 ou 6 ans, je pourrais, mais c'est pas du tout ce qu'on fait dans la famille et ce pourquoi on fait ce métier. Eh bien, on pourrait imaginer qu'il y aurait une plus-value. Mais il faut aller la chercher un peu loin quand même, parce que quand on fait 3 millions de travaux, voilà, un château au-delà de 3 ou 4 millions, c'est quand même très rare. Et bien souvent, on s'aperçoit que les travaux ont coûté le double. Ok, merci pour ces précisions. Et du coup, n'hésite pas à nous recommander auprès de tes confrères propriétaires de châteaux en tant que professionnel immobilier. Ce serait avec grand plaisir, parce que en tout cas, nous, amoureux aussi de la pierre, forcément, pour faire ce métier, ça nous fait vraiment rêver de pouvoir intervenir. Là, récemment, j'ai vu une très grande maison qui nous a été confiée, qui s'apparente plus, comme tu dis, à un manoir rénové. On y est allé avec un drone, on a pu faire des choses très, très sympathiques sur place, etc. Et donc, ce serait un plaisir de pouvoir commercialiser ce type de propriété. Pour mettre un petit peu de perspective locale, aujourd'hui, le marché économique et immobilier troyen, est-ce que tu as des ressentis, des choses toi, tu es investisseur par ailleurs ou pas du tout, juste le château ? Pas du tout, en fait, j'ai plutôt fait le pari d'investir autour et de fortifier du coup mon projet sur un très très long terme. Et du coup, c'est vrai qu'acheter une maison ou ailleurs dans le département, ou alors dans le sud ou dans l'ouest ou je ne sais où. Enfin, moi, je préfère la partie sud ou est de la France que l'ouest où il y a beaucoup trop de monde, je trouve, et où les prix s'envolent. Mais du coup, voilà, si je devais faire ça demain pour avoir une maison de week-end, déjà, il faut que j'ai les disponibilités, c'est pas le cas. Voilà, je le ferai pas avant 10-15 ans, et là, je me concentre vraiment sur le projet. Donc, okay. je suis pas du tout au courant des prix et du contexte immobilier dans le coin. Et ton actualité la plus proche, tu me disais dans 3 semaines, le festival ? Le festival Chasse et Campagne, c'est une fête qui réunit un conglomérat de traditions, de modes de chasse, de spectacles, de festivités autour de la ruralité et de la campagne en général. Donc ça regroupe la chasse. Il y a un château, donc évidemment c'était des théâtres à l'époque et encore aujourd'hui de chasse, que ce soit à tir, aux chiens d'arrêt, même des chasses à courre. Nous on organise des chasses aux lièvres tous les ans. C'est très dur, on n'en a jamais pris un lièvre, mais il y a des cinquantaines de chiens. C'est pas à Chambord aussi où il y a la fête de la chasse Chambord, il y avait le Game Fair autrefois et aujourd'hui c'est à la mode Beuvron et c'est le plus gros salon de la chasse d'Europe. Ouais, d'accord. Et du coup effectivement, enfant, j'y allais. Ouais, ça fait partie des salons aussi que je faisais petit et voilà, Evo est un cadre à l'extérieur qui permet de mettre en scène toutes ces choses. Parfois, la chasse, c'est un sport décrié, mais les chiffres parlent. Il y a 14 000 chasseurs dans le département. Et du coup, la Fédération des chasseurs de l'Aube nous aide à sa manière. Elle est exposante et elle nous parraine pour être présente pour cette communication. Puisque la chasse est un loisir assez dur à appréhender. Il y a des gens qui font du jogging, il y a des gens qui vivent à la campagne mais qui viennent de la ville, donc qui ont du mal à accepter ces traditions rurales. Et l'idée, c'est justement de communiquer là-dessus et de faire un échange entre ruraux et citadins. Et autour de ça, une grande fête avec des spectacles, un énorme bar à champagne et à huîtres, des exposants du terroir. Il y a 70 commerçants sous des tentes blanches dans la cour. Il y a un concours de trompes de chasse, il y a un feu d'artifice, il y a un concert. Il y a 1000 choses à voir, mais on passe un bon moment. Et pour petits et grands, c'est vraiment la vitrine du château de Vaux tous les ans, avec ces 10 000 visiteurs dans le week-end. Ok, eh bien, on ne manquera pas de communiquer dessus en même temps qu'on publiera la vidéo. Les 17 et 18 août. Entendu. Eh bien, je ne te promets pas d'y être. Normalement, je devrais être en congé et plus du tout en France, mais on communique, c'est promis. Ça marche.
Merci Édouard. Merci à toi Jocelyn. Et puis bonne journée à tout le monde.